Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo qui sera consacrée aux nouveautés mises à jour sur l'écosystème Azure. Alors l'idée c'est de faire une petite rétrospective sur les annonces parues au cours de la semaine 32, donc qui s'étale du 2 au 8 août. Commençons par les présentations, je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud en mission chez l'un des leaders du secteur hôtelier dans le monde. Je m'excuse d'avance pour mon accent anglais qui risque de piquer par moment. Donc, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, la vidéo va s'articuler autour de ce petit sommaire qui va reprendre simplement les news et les updates d'Azure. Alors, si on regarde, voici le site sur lequel vous serez en capacité de trouver toutes les nouveautés d'Azure. Voilà, donc on se rend compte que la dernière date du 3 août, ça tombe bien, on devrait en parler. Commençons par la première nouveauté. Donc, on a l'ajout d'un. Alors, Azure avait ajouté il y a quelques semaines, quelques mois, un onglet Ressources Health au niveau des machines. Celui-ci a été agrémenté d'une nouvelle feature qui va permettre d'identifier la route cause d'une éventuelle indisponibilité de la machine. C'est plutôt intéressant. Donc on voit par exemple que sur, l'imprime écran, on a pas mal, de jours où la machine est disponible et le 14 juin par exemple, elle est indisponible. Et on va nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, apparemment un problème avec le routeur, voilà. Donc ça peut être, très intéressant, surtout lorsque, l'indisponibilité provient d'Azure. Donc c'est un peu comparable au service Else qu'on retrouve sur le portail Azure. Voilà. On a également la partie Healthcare APIs. Alors, pour le coup, Azure met à disposition de nouvelles APIs dédiées au domaine de la santé. L'ensemble des APIs dédiées au domaine de la santé sont maintenant regroupées sous la bannière Healthcare APIs. Il faut savoir qu'il existe un standard pour le format et l'échange des données de santé dans le monde, dont l'acronyme est FHIR, prononcé FHIR, qui veut dire Fast Healthcare Interoperability Resources pour les puristes. Donc, en gros, les Healthcare APIs vont permettre l'exploitation et l'échange des données au format FHIR. Voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est tout pour les nouveautés sur cette période-là. On va passer aux mises à jour et encore une fois, voici le site à partir duquel vous pourrez retrouver les mises à jour. Alors si vous êtes un peu feignant comme moi et que vous n'avez pas forcément envie d'aller régulièrement sur le site, vous pouvez mettre en place une petite logique app par exemple qui va vous permettre d'être notifié par mail à chaque fois qu'une nouveauté, enfin qu'une mise à jour a été mise via le RSS. Voilà. Au niveau des mises à jour, on va commencer par celles qui sont en GA, c'est-à-dire, General Availability, donc disponibilité générale. Ah, oups, je suis rebasculé sur le PowerPoint, donc on va retrouver celle-ci. Je rebascule sur mon navigateur. Alors, on va avoir la prise en charge des backups, de niveau archive, sur les machines virtuelles SQL. Donc ça va permettre, de faire, des réductions, considérables sur le prix du backup étant donné qu'on va changer, le niveau de tiers. On ne sera plus en standard mais en archive. Évidemment, il y a un petit inconvénient, c'est que lors de la restauration, si vous avez besoin de restaurer, elle durera plus longtemps, que si vous aviez, l'archive à restaurer depuis le niveau standard. Mais bon, en général, il est assez rare,
que nous ayons besoin de restaurer des données qui ont été archivées. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas c'est rare. C'est ainsi pour cela qu'elles ont été archivées. Ensuite, nous avons la mise à disposition, d'un connecteur pour ServiceNow pour la version Québec. Alors, c'est très bien. Bon, ça limite quand même l'utilisation, hein, il faut avoir une version Québec de ServiceNow, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ensuite, cette nouveauté est plutôt intéressante, surtout pour ceux qui ont des workloads sur VMware et qui souhaitent les migrer sur Azure. Donc aujourd'hui, il est possible déjà de migrer ces workloads depuis VMware, en installant le l'appliance Azure Migrate sur votre, infra VMware. Heu, la nouveauté apportée ici, c'est que on va pouvoir enfin, l'appliance va pouvoir, faire un inventaire des applications installées sur les VM qui se trouvent sur votre, serveur VMware, mais aussi et surtout d'afficher une map, des flux d'échange, des flux de communication entre les différentes machines. Ce qui est plutôt intéressant lorsque vous avez besoin de migrer un service, ça vous permet de migrer le service, une VM et toutes les VM, avec lesquelles elle communique. Donc c'est plutôt intéressant et en plus, la nouveauté, c'est que, il n'y a pas d'agent, donc pas besoin d'installer un agent supplémentaire sur vos VM. Ce qui vous fait forcément un petit gain de temps. Ensuite, on a une petite procédure sur, la ah non pardon, c'est, database copy, donc ça c'est plutôt, intéressant aussi. Ça va vous permettre de créer un snapshot consistant d'un point de vue transactionnel, à partir duquel on va pouvoir créer soit une DB sur le même serveur, soit une DB sur un nouveau serveur, ce qui est plutôt pas mal. En plus, la copie, elle peut être réalisée sur différentes régions, souscription et tenante Azure. Donc pour, les entreprises qui ont, plusieurs souscriptions, qui ont leur infra, SQL Hyperscale déployée sur plusieurs régions, cela peut être intéressant. La suivante, Lower Capacity Reservation Tier for Azure Monitor Dedicated Cluster. Donc là, comme on le voit déjà, on est bien dédié au cluster. Alors il faut savoir que initialement, le prix d'entrée, si je peux dire, la porte d'entrée, sur le niveau d'engagement était de d'1 giga 1 téra pardon. 1 téra de données d'ingestion par jour. Il faut déjà avoir, une sacrée infra pour pouvoir générer autant de données. Donc Microsoft s'est peut-être rendu compte que c'était un prix d'entrée un peu haut, donc ils l'ont divisé par 2, ce qui ramène donc à 500 gigas par jour, ce qui est plutôt pas mal et surtout ça les arrange eux, parce que lorsque vous vous engagez sur un niveau, de stockage, par exemple vous vous engagiez sur, 1 téra, bah, Microsoft devait forcément allouer ce téra, heu, à un utilisateur et qu'il consomme 5 gigas, 10 gigas, 100 gigas, 900 gigas, il était obligé lui enfin Microsoft était obligé d'allouer 1 téra. Donc ça va leur permettre finalement d'allouer moins d'espace sur leurs infras et donc d'utiliser, leurs ressources vraiment à fond, pour plus de clients. Qu'avons-nous d'autre? Bah, la prise en charge, de la version OpenShift 4.7 pour Azure Red Hat. Donc, pour les utilisateurs, on a maintenant la dernière version prise en charge, d'OpenShift, ce qui est plutôt bien.
Azure Defender for SQL now in general availability on the Azure SQL Virtual Machine Blade. Alors, oups, pardon, je vous prie de m'excuser, tac. En fait, cela permet, de trouver, en fait, au niveau des machines virtuelles SQL, un petit raccourci, en fait, dans le panneau de gauche. On doit pouvoir le voir sur ce lien-là, je crois. On a un petit raccourci qui renvoie directement sur le Security Center. Bon, voilà, c'est si ça peut éviter d'aller rechercher dans le menu Security Center, vous avez directement l'information à ce niveau-là. Très, très bien. Ensuite, configuring backup storage redundancy in Azure SQL Hyperscale. Donc là, en fait, on a une petite procédure vous expliquant comment mettre en place, le backup redondant sur la partie SQL, Hyperscale, pour ceux que cela peut intéresser. Ensuite, on a une nouvelle région disponible sur HD Insight. Donc, ce sont, nos amis australiens qui vont être contents. Donc pour rappel, HD Insight, c'est un outil d'analytics, qui peut être connecté à une multitude de sources. On voit Hadoop, Apache Spark, Apache Live, enfin un certain nombre d'outils, qui peuvent être, reliés sans aucun problème. Nous avons également, la mise à disposition générale, de Private Link sur le service Manage HSM. Alors, pour rappel, les clés HSM, donc ce sont des clés hardware, donc Hardware Security Model, heu, et le Private Link va donc vous permettre de consommer les clés que vous aurez déployées sur Azure uniquement au travers du réseau Azure. Donc plus besoin de passer par internet, mais uniquement par le backbone Azure, ce qui fait que ça permet de sécuriser davantage les services, qui pouvaient, ou qui peuvent consommer du HSM, pardon, c'est dur à dire, sur les Key Vault. Et enfin, 2 nouveaux sites sur la partie express route, pour l'Afrique du Sud. Alors, Johannesburg seulement et puis Taïwan. Voilà. Donc là, on vient de voir, les mises à jour en disponibilité générale. On va passer maintenant, tac, au, public preview. Donc pour rappel, les public preview, ce sont des previews auxquels il est possible d'adhérer. Alors, on a, l'intégration DNS pour la partie database for, MySQL, et comme Azure, aime bien, lorsqu'ils font des modifs sur MySQL, les faire également sur Postgre. Donc il y a l'intégration, et à la fois pour MySQL et pour Postgre. C'est dans une autre mise à jour. Flexible Server. Alors Flexible Server, pour rappel, c'est juste un modèle où on va pouvoir personnaliser la configuration, là entre autres de MySQL, pour coller le plus possible à notre besoin et faire des gains par rapport à l'offre clé en main single server. Voilà, c'est ce qui la différencie de la partie single server, c'est que c'est un peu plus configurable, customisable. La partie schedule query, donc mise à jour des query rules API. Alors, la mise à jour des queries pour interroger Log Analytics, donc là, il y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déclencher des alertes en fonction du résultat. C'est pour ça qu'on a par exemple la partie, Action Group, la webbook, les webhooks, pardon, excusez-moi, ce qui va permettre de déclencher des actions supplémentaires, je ne sais pas, ouvrir un ticket, sur, ServiceNow version Québec maintenant que c'est supporté, en fonction d'un résultat qu'on aura eu, sur une requête que nous aurons prédéfinie. Ensuite, la Same Zone High Availability. Alors, ça, c'est une option qui permet de faire du failover sur une autre zone en cas de défaillance de la première.
Donc, imaginons que la zone, vous êtes sur une région, la zone 1 est défaillante, mais ça tombe bien, vous aviez mis en place le failover, donc tout est répliqué sur la zone 2 et en cas de défaillance, paf, la zone 2 prend le relais et vous n'avez pas d'interruption de service ou alors très infime le temps de faire la bascule entre la zone 1 et la zone secondaire. Alors, Azure Database Flexible Server, donc bah voilà, on a Azure Database Flexible Server pour MySQL qui est disponible sur la région Ouest US et Germanie Ouest centrale. Excellente nouvelle. Ensuite, la Database for MySQL Flexible Server. Alors, on a la possibilité d'acheter des réserves d'instances, des instances réservées, pardon. Ce qui va permettre en fait de faire des économies au lieu d'utiliser le modèle euh, Pay as you go. Vous allez vous engager sur une période d'1 an ou de 3 ans, ce qui va mécaniquement vous offrir des, des prix plus avantageux. Plus la période est longue, plus les prix sont avantageux. Alors, moi, le seul bémol que je pourrais mettre à ça, c'est que de mémoire, MySQL, enfin Database for MySQL Flexible Server est toujours en preview et on nous ajoute l'instance réservée sur quelque chose en preview. Personnellement, j'attendrai que ce soit en JA avant de me lancer dans cette aventure, enfin dans l'aventure des instances réservées pour ce service-là. Voilà, donc là nous avons fait le tour des public previews. Oups. On va passer maintenant à à tout ce qui est en développement. Alors là, c'est surtout Azure Automation qui va profiter d'un certain nombre de features en développement. Donc, le support d'Azure AD qui va permettre de consommer directement les objets d'Azure AD. Alors, quand je dis les objets, c'est essentiellement les identifiants et les mots de passe. Aujourd'hui, il est possible de variabiliser dans Azure Automation des identifiants de connexion. Là, si on a la possibilité de pouvoir linker depuis Azure Automation un service principal ou un compte, ce serait quand même super sympa. Ensuite, la mise en place de Availability Zone sur la partie automation pour améliorer la fiabilité et la résilience des workloads. La prise en charge d'AZ module, pardon, nativement. Aujourd'hui, on est sur de l'Azure RM, comme le dit l'annonce. Donc, ça va permettre de prendre en charge nativement le module AZ. Donc, moi, je sais que lorsque j'utilise Automation, j'ai besoin d'importer les modules AZ. Là, je pense qu'il y en aura un certain nombre, en tout cas les plus utilisés, qui seront déjà existants sur la partie Automation. Et PowerShell 7, bah pareil, support de PowerShell 7 qui est la dernière version de PowerShell. Donc plutôt intéressant comme annonce. Voilà. Donc on aura vu en quelques minutes les annonces de la semaine 32. Donc, oups, décidément. Donc je vous remercie. En attendant les prochaines nouveautés, probablement la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet grouna.com ou sur notre blog à l'adresse onag.fr. Onag pour On Azure Grave. À très vite.